L'artillerie de la guerre de Cent Ans ne naît pas pendant la guerre de 100 ans. Elle arrive en Europe avant 1337, dans le cadre plus large de la diffusion de la poudre à canon depuis l'Asie vers l'Occident. Le Royal Armouries rappelle que la plus ancienne recette connue de poudre figure dans le Wujingzhongyaofes, 1040 en Chine, et que la technologie de la poudre atteint l'Europe occidentale entre 1157 et 1265. Les canons apparaissent ensuite dans la documentation européenne au début du XIVe siècle, avec des mentions à Florence en 1326 et des illustrations européennes de la même période. Cela veut dire que lorsque la guerre de 100 ans commence en 1337, les Européens ne découvrent pas l'artillerie à zéro. En revanche, ils découvrent encore comment l'utiliser efficacement. Les premières armes à feu européennes sont primitives. Britannia explique que les premiers canons ressemblaient à des tubes grossiers et que les premiers canons efficaces étaient des pièces en fer forgé qu'on appelle souvent bombardes ou lombardes. Elles étaient lourdes, lentes, peu régulières et dépendaient d'une poudre encore imparfaite, préparée selon des recettes empiriques. C'est le point le plus important de ce premier bloc. L'apparition technique ne coïncide pas avec l'efficacité militaire maximale. Au début du XIVe siècle, le canon existe, mais son emploi reste expérimental. Il fait du bruit, impressionne, peut blesser, endommager et parfois paniquer. Mais il n'est pas encore l'arme de décision qu'il deviendra plus tard. En clair, au moment où la guerre de 100 ans s'ouvre, l'artillerie est davantage une innovation en cours de mise au point qu'un système déjà mûr. Cette nuance est indispensable, parce qu'elle évite une erreur fréquente. Imaginez que la guerre de 100 en serait dès le départ une guerre de canons. Ce n'est pas exact. À son commencement, c'est encore une guerre dominée par les structures militaires du Moyen Âge classique, chevalerie, sièges, archers, fantassins, fortifications de pierre, fidélité féodale et logistique lente. L'artillerie entre dans ce monde progressivement. Elle ne le renverse pas instantanément. Mais il faut comprendre une chose essentielle. L'existence du canon ne signifie pas encore sa pleine efficacité. Les premières pièces sont lourdes, frustes, lentes, peu fiables, servies avec une poudre encore imparfaite. Elles impressionnent, elles blessent, elles peuvent endommager, mais elles ne décident pas encore à elles seules du sort d'une guerre. Quand la guerre de 100 ans commence en 1337, le monde militaire européen reste fondamentalement médiéval. L'artillerie entre dans ce monde comme une innovation instable, pas encore comme une arme de domination. Le grand sujet de la guerre ne sera donc pas seulement l'apparition du canon, mais sa lente transformation en instrument militaire réellement efficace. La guerre de 100 ans est un conflit intermittent des XIVe, Xe et XVe siècles, et non un conflit né d'une révolution technique unique. La poudre arrive d'abord, le canon apparaît ensuite, l'efficacité réelle vient plus tard, entre l'arrivée de la technologie en Europe occidentale dans la seconde moitié du XIIIe siècle et son emploi décisif dans les dernières décennies de la guerre. Il y a un long temps d'apprentissage. C'est ce temps d'apprentissage qui explique pourquoi l'artillerie sera d'abord marginale, puis utile, puis décisive. Il peut impressionner, blesser, ouvrir une brèche locale, troubler des chevaux ou produire un effet moral nouveau, mais il ne décide pas encore, à lui seul, de la guerre, même lorsqu'il apparaît dans les premières grandes campagnes. Il reste subordonné à des systèmes de combat plus anciens. En réalité, le début de la guerre de 100 ans ne montre pas une révolution déjà accomplie. Il montre plutôt une technologie qui existe, mais qui n'a pas encore trouvé sa pleine efficacité militaire. Et c'est justement ce long décalage entre apparition et maturité qui va faire toute l'histoire de l'artillerie pendant le conflit. Pour comprendre le vrai rôle de l'artillerie dans la guerre de 100 ans, il faut renoncer à l'image, trop simple du canon apparaissant, soudain au milieu d'une bataille et décidant instantanément du sort de l'Europe. Ce n'est pas ainsi que la transformation s'est produite. L'artillerie devient d'abord utile, là où le temps lui est favorable, devant les murs. Dans une bataille rangée, une pièce primitive du XIVe siècle tire lentement, vise mal, demande du travail, de la poudre, des servants et risque de ne peser qu'à la marge. Mais dans un siège, tout change. Le mur ne bouge pas, la porte ne s'enfuit pas, la tour reste là, la garnison endure, le temps peut être mis au service du feu. Même un canon imparfait peut alors produire un effet réel, non parce qu'il détruit tout immédiatement, mais parce qu'il ajoute une pression nouvelle à la logique du siège. Il fait du bruit, il frappe, il casse, il met le feu, il ébranle, il fatigue, il use les hommes autant que la pierre. C'est pour cela que l'artillerie entre d'abord dans l'histoire comme une arme de siège plus que comme une arme de bataille. Elle s'ajoute d'abord à un système ancien, fait de famine, de blocus, de sapes, de machines, de patience et de brutalité. Pendant longtemps, les bombardes ne sont pas encore capables d'abattre rapidement n'importe quelle muraille. Elles restent lourdes, difficiles à déplacer, lentes à recharger et souvent irrégulières.
Mais elles changent déjà quelque chose de fondamental. Elles rendent les positions fixes moins assurées qu'auparavant. Une forteresse n'est plus seulement menacée par l'échelle, le trébuchet ou la sape. Elle est désormais aussi menacée par une énergie nouvelle, explosive, qui frappe de loin et qui annonce une transformation future de tout l'art du siège. Dans la guerre de 100 ans, ce point est encore plus important que dans d'autres conflits, parce que cette guerre n'est pas seulement une suite de grandes batailles célèbres. C'est une guerre de villes, de ports, de ponts, de châteaux, de bastides, de places fortes, de carrefours tenus et perdus. On se souvient de Crécy, de Poitiers ou d'Azincourt, mais un royaume ne se reconquiert pas uniquement par des victoires de champs de bataille. Il se reconquiert en reprenant les murs derrière lesquels l'adversaire s'abrite et administre. Dès lors, toute amélioration dans la réduction des forteresses finit par avoir un poids politique immense. L'artillerie devient donc importante non parce qu'elle est immédiatement parfaite, mais parce qu'elle s'insère exactement dans la dimension la plus concrète de la guerre, faire tomber les places. Ce qui se joue au XIVe siècle, c'est donc moins une révolution instantanée qu'un déplacement lent du centre de gravité. Les anciens engins de siège commencent à être supplantés, non partout et non tout de suite, mais progressivement. Les canons forcent à repenser les murailles, à renforcer certaines tours, à ouvrir des embrasures adaptées, à construire des plateformes capables de porter et d'absorber le recul du tir. En d'autres termes, même avant d'être totalement décisive, l'artillerie commence déjà à remodeler le champ de bataille statique. Elle agit sur la matière, sur l'architecture et sur la durée du siège. Le vrai changement profond vient alors de l'apprentissage. Devant les murs, on apprend à servir les pièces, à fabriquer des projectiles, à doser la poudre, à déplacer les affûts, à protéger les batteries, à coordonner le tir avec l'assaut, à réfléchir non plus seulement comme des chevaliers ou des capitaines de siège médiévaux, mais comme des organisateurs du feu. C'est là, beaucoup plus que dans les premières batailles ouvertes, que l'artillerie devient une école de guerre. Elle y gagne sa doctrine, ses spécialistes, sa logistique, son langage propre. Et c'est seulement après ce long apprentissage qu'elle pourra, au XVe siècle, devenir assez sûre, assez mobile et assez intégrée, pour peser directement sur l'issue des campagnes et même de certaines batailles décisives. Orléans est un moment capital pour comprendre la place réelle de l'artillerie. Dans la guerre de 100 ans, justement parce qu'elle y est déjà importante sans y être encore souveraine, le siège commence le 12 octobre 1428 et, très vite, les Anglais utilisent leurs canons. Un bombardement est signalé dès le 17 octobre contre les défenses avancées du secteur des Tourelles. Cela prouve qu'on n'est plus dans le simple stade expérimental de Crécy. Le canon appartient désormais au langage ordinaire du siège. Mais ce langage n'est pas encore autonome. Les Anglais ne se contentent pas de tirer. Ils assaillent, ils minent, ils construisent des bastilles, ils cherchent à isoler la ville, à couper ses accès et à l'épuiser. L'artillerie est donc un instrument parmi d'autres dans un système de pression beaucoup plus large. L'un des signes les plus nets de cette montée en importance du feu est la blessure mortelle de Salisbury. Le grand chef anglais ne tombe pas dans une charge chevaleresque classique, ni dans un duel héroïque. Il est frappé dans l'environnement même du siège, par les effets d'un tir autour des tourelles. C'est un symbole très fort. Le danger nouveau de la guerre ne vient plus seulement de la lance, de l'épée ou de la flèche, mais aussi de cette violence métallique et explosive qui peut atteindre jusqu'au commandement. Pourtant, même ce coup ne suffit pas à lui seul à décider du siège. L'Anglais reste fort, la ville résiste et la guerre continue. Il faut aussi comprendre qu'Orléans n'est pas seulement l'histoire de canons anglais frappant une ville française. Les défenseurs participent eux aussi à cette guerre du feu. Dans la phase finale, l'artillerie française est mise en position pour soutenir les attaques contre les tourelles, notamment depuis l'île Saint-Antoine. Cela signifie qu'Orléans est déjà un siège où les deux camps pensent en termes de puissance de feu, de placement de pièces, d'angle de tir et d'appui sur des points forts. On voit émerger une forme plus avancée de guerre de siège, où la muraille n'est plus seulement contestée par la sape ou l'assaut, mais aussi par le feu régulier d'armes à poudre. Et pourtant, si Orléans est un tournant, ce n'est pas parce que l'artillerie y aurait tout fait à elle seule. Si elle avait déjà atteint la maturité qu'elle aura sous Charles VII dans les années 1440 et 1450, le siège aurait sans doute pris une autre forme. En réalité, ce qui le renverse, c'est l'addition de plusieurs facteurs. La résistance urbaine, la survie des communications, la faiblesse structurelle de l'investissement anglais, la mort de Salisbury, la présence persistante de la garnison, puis l'arrivée de Jeanne d'Arc et la Reprise Offensive française contre les Bastilles. Orléans montre donc quelque chose de plus subtil et de plus intéressant qu'une simple victoire du canon. Il montre un moment de transition avancée où l'artillerie est déjà devenue trop importante pour être ignorée, mais pas encore assez développée pour gouverner seule l'issue du siège. C'est précisément ce qui fait d'Orléans un jalon si important dans ton sujet. Entre Crécy et Castillon, il occupe une position intermédiaire très révélatrice. À Crécy, le canon est à peine perceptible. À Castillon, il pèsera de façon décisive. À Orléans, il est déjà entré dans la guerre réelle. Il tue, il harcèle, il soutient, il pèse sur les positions et sur les chefs.
mais il ne règne pas encore. Il faut encore le moral, le commandement, l'audace, la coordination et l'exploitation des faiblesses ennemies. En ce sens, Orléans n'est pas encore la victoire de l'artillerie moderne. C'est le moment où l'on comprend que la guerre ne pourra plus désormais se faire, comme avant elle. Le véritable tournant de l'artillerie dans la guerre de 100 ans ne se trouve pas au moment où les premiers canons apparaissent, mais au moment où la monarchie française apprend à les transformer en forces régulières. C'est ce que réalise Charles VII. Avant lui, la poudre existe déjà, les bombardes ont déjà tonné sur quelques sièges, et même sur certains champs de bataille, mais elles restent souvent tributaires des circonstances, des moyens du moment et d'une organisation encore fragile. Sous Charles VII, le problème change de nature. Le roi ne se contente pas de posséder des canons, il construit les conditions politiques, financières et administratives qui permettent à l'artillerie de devenir une vraie arme de reconquête. C'est là le point essentiel. Une pièce d'artillerie isolée ne change pas un royaume. En revanche, un pouvoir capable de financer durablement la poudre, les projectiles, les charrois, les ateliers, les animaux de trait, les servants et les spécialistes créent déjà une autre forme de guerre. Charles VII consolide l'administration monarchique au moment même où il reprend l'initiative contre les Anglais. Cela veut dire que l'artillerie française n'est pas seulement une réussite technique, elle est le produit d'un État plus solide. Le canon devient alors moins un objet qu'une institution. Il entre dans la logique d'une monarchie qui veut reprendre méthodiquement villes, ponts, châteaux et forteresses, c'est-à-dire les points d'appui réels de la domination anglaise. Dans cette transformation, les frères Jean et Gaspard Bureau occupent une place centrale. Ils représentent bien plus que des artisans du feu. Ils incarnent la professionnalisation de l'artillerie royale, l'apparition de spécialistes capables de penser les batteries, les positions, les affûts, les rythmes de tir, les mouvements de pièces, l'emploi en siège et l'appui aux opérations. Avec eux, le canon français cesse peu à peu d'être une arme que l'on a, il devient une arme que l'on sait organiser. Et cette différence est immense, car l'histoire militaire n'est pas seulement faite d'inventions, elle est faite des pouvoirs qui savent transformer une invention en avantage durable. La grande intelligence de Charles VII est, justement, de comprendre où l'artillerie est la plus efficace. Il ne lui demande pas encore d'être partout souveraine. Il l'utilise d'abord là où elle est la plus rentable, contre les forteresses anglaises. C'est ici que la guerre change de rythme. Une place qui pouvait résister longtemps à des moyens de siège plus anciens devient plus vulnérable face à un feu bien préparé, répété, organisé. Le siège se raccourcit, la pression augmente, la reconquête s'accélère. Ce n'est pas seulement une amélioration tactique, c'est une modification du tempo politique de la guerre. Et c'est pour cela que ce règne compte autant dans ton sujet. Charles VII n'invente pas le canon. Il n'est pas le premier Européen à entendre la poudre, mais il est l'un de ceux qui comprennent le mieux, à l'échelle d'un royaume, comment l'artillerie peut servir la reconstruction d'un État et la reprise d'un territoire. À partir de là, le canon n'est plus simplement un signe du changement. Il devient un levier cohérent de domination royale. Sans cette mutation, les succès finaux français seraient beaucoup plus difficiles à expliquer. Avec elle, on comprend comment l'artillerie passe enfin du statut d'innovation utile à celui d'arme vraiment opérative dans la guerre de 100 ans. Quand on parle du rôle de l'artillerie dans la fin de la guerre de 100 ans, il ne suffit pas de dire que la France a eu de meilleurs canons. Il faut savoir qui les a servis, qui les a pensés, qui les a déplacés, qui les a commandés et qui a compris comment les intégrer à une stratégie de reconquête. C'est là que les noms de Jean et Gaspard Bureau deviennent indispensables. Ils ne sont pas des personnages secondaires de l'histoire militaire. Ils sont le visage humain du moment où l'artillerie cesse d'être une simple innovation pour devenir une force organisée. Jean Bureau, en particulier, ne doit pas être imaginé comme un simple artisan enfermé dans un atelier. C'est un officier du roi, un serviteur de la monarchie, un organisateur de guerre. Sa carrière montre justement que l'artillerie efficace naît dans un monde où l'administration, les finances, le commandement et la technique commencent à se rejoindre. Ce point est crucial. Dans une guerre féodale ancienne, la valeur militaire pouvait encore être pensée surtout en termes de noblesse, de courage, de charge et de prouesse individuelle. Avec les bureaux, on entre dans une autre logique. La victoire dépend de la préparation d'un camp, de la position des batteries, de la qualité des servants, de la protection des pièces, du ravitaillement en poudre, du choix du moment du feu et de la coordination avec le reste de l'armée. Gaspard Bureau, lui, rappelle qu'une révolution militaire n'est presque jamais l'œuvre d'un seul homme. Si les sources mémorisent plus facilement Jean, les deux frères apparaissent ensemble dans les institutions et dans les campagnes comme les chefs d'une même arme. Ce binôme est révélateur d'un changement plus profond. La guerre moderne ne repose plus uniquement sur un héros, mais sur une organisation. Avec eux, l'artillerie française prend un visage collectif. Elle devient une compétence d'État, servie par des hommes spécialisés, insérés dans une hiérarchie, et non plus seulement par des expérimentateurs isolés. Leur importance se lit dans les campagnes elles-mêmes. On les retrouve dans les prises de place des années 1430 et 1440, dans la reconquête de la Normandie, dans la Guyenne, et surtout dans le dispositif de Castillon.
Là, le génie du commandement d'artillerie apparaît dans toute sa maturité. Il ne s'agit pas seulement de tirer plus fort que l'adversaire. Il s'agit de concevoir un champ de bataille autour du feu, un camp retranché, un fossé protecteur, des pièces disposées de façon à écraser l'attaque ennemie, une intégration du terrain à la puissance de feu. En ce sens, Jean Bureau doit être lu non comme un simple chef d'armes, mais comme un véritable capitaine de campagne. Et c'est peut-être là le point le plus important pour l'histoire longue. Avec les hommes de l'artillerie, le prestige militaire change de nature. Il ne disparaît pas du côté des chevaliers, mais il commence à se déplacer. Le grand homme de guerre n'est plus seulement celui qui mène la charge, il est aussi celui qui organise la destruction à distance, qui comprend la mécanique d'un siège, qui sait où installer les canons et quand faire feu. Les frères Bureau incarnent cette mutation. Ils appartiennent encore au monde de la guerre médiévale, mais ils annoncent qu'il y a déjà une autre hiérarchie militaire où la compétence technique et l'organisation pèsent autant que la bravoure. Dans la fin de la guerre de 100 ans, ils sont donc bien plus que des spécialistes. Ils sont les capitaines de la nouvelle manière de faire la guerre. Pour mesurer réellement le rôle de l'artillerie dans la fin de la guerre de 100 ans, il faut quitter l'image simpliste du canon qui déciderait seul une bataille, héroïque, et regarder la guerre telle qu'elle se fait vraiment, par la reprise progressive des villes, des forteresses, des ports, des ponts et des points d'appui qui donnent à l'occupant anglais sa profondeur territoriale. C'est là que l'artillerie française devient décisive, non pas parce qu'elle remplace l'armée, non pas parce qu'elle annule la politique, mais parce qu'elle change le rythme de la reconquête. En Normandie, la campagne de 1449-1450 montre déjà ce basculement. Les succès français ne reposent pas uniquement sur un choc militaire isolé, ils reposent sur l'effondrement progressif des positions anglaises. Rouen est reprise, d'autres places suivent, et l'ensemble du dispositif anglais commence à se décomposer. Dans cette dynamique, l'artillerie joue un rôle central parce qu'elle raccourcit la résistance des villes et rend beaucoup plus difficile la conservation d'une ligne défensive cohérente. Une position qui, un siècle plus tôt, aurait pu tenir longtemps contre des moyens de siège traditionnels, se trouve désormais soumise à un feu organisé qui use plus vite les murs, les garnisons et le moral. La bataille de Formigny, en avril 1450, est importante justement parce qu'elle montre que l'artillerie commence aussi à apparaître dans la bataille de campagne, et plus seulement dans le siège. Mais là encore, il faut rester précis. Formigny n'est pas la preuve que le canon a soudainement remplacé tous les autres facteurs. Elle montre plutôt que l'artillerie entre dans un système de guerre plus large, où elle contribue à fixer, troubler, désorganiser et préparer la décision. Son importance grandit, mais dans un ensemble où comptent encore les mouvements des hommes, les renforts et le commandement. Ce qui donne à la France l'avantage décisif, ce n'est donc pas le canon pris isolément. C'est le fait que la monarchie de Charles VII sait désormais l'utiliser comme partie intégrante d'une stratégie de reconquête. L'artillerie n'est plus un supplément, elle est intégrée à la campagne. Elle accompagne les sièges, accélère la chute des places, rend plus difficile leur secours, et donc réduit progressivement l'espace dans lequel l'Angleterre peut encore faire la guerre. La domination anglaise cesse alors d'être seulement battue, elle est méthodiquement démontée. En Guyenne, cette logique atteint son plein accomplissement. La reconquête ne consiste plus à attendre un miracle politique ou un effondrement spontané de l'adversaire. Elle consiste à revenir, place après place, avec une force organisée, capable de combiner siège, position, feu et bataille. Castillon, en 1453, ne surgit pas de nulle part. C'est le point culminant d'un long apprentissage. Si les canons français y jouent un rôle si fort, c'est parce que les années précédentes ont déjà transformé l'artillerie en instrument de campagne. En ce sens, les campagnes de reconquête sont plus révélatrices encore que les batailles célèbres. Elles montrent comment une innovation technique, une fois saisie par un État capable, peut changer non pas une journée de guerre, mais le rythme entier d'une reconquête. Castillon est le moment où tout, ce que la guerre de 100 ans avait lentement préparé dans l'ombre, se révèle enfin à ciel ouvert. Depuis plus d'un siècle, les canons existaient déjà. Ils avaient tonné à Crécy de manière encore incertaine, pesé dans les sièges, participé à l'environnement d'Orléans, puis accompagné la reconquête française sous Charles VII. Mais à Castillon, le 17 juillet 1453, l'artillerie n'est plus simplement présente. Elle devient le cœur d'un dispositif de bataille pensé pour elle. Le contexte est celui de la seconde reconquête de la Guyenne. Les Français avaient repris la région en 1451, mais la population de Bordeaux avait accueilli favorablement le retour d'une armée anglaise menée par John Talbot en 1452. Les Anglais tentent donc de maintenir une tête de pont politique et militaire dans le South-West. En face, la monarchie de Charles VII veut en finir définitivement. Cette volonté de clôture est importante. Castillon est une bataille terminale, pas une escarmouche locale. Elle concentre toute la logique de la guerre tardive. Et cette logique, Jean Bureau la comprend parfaitement. Le camp français n'est pas un simple bivouac. Il est retranché, protégé, pensé, ordonné. Un fossé défensif l'enveloppe. Les canons y sont disposés de façon à frapper au mieux l'assaillant. Une partie du dispositif est même masquée, ce qui renforce l'effet de surprise. On n'est plus dans le canon improvisé devant une muraille.
on est déjà dans la conception d'un champ de bataille construit autour du feu. L'erreur anglaise va alors livrer aux Français exactement ce qu'ils espéraient. Talbot, croyant le camp ennemi en train d'être abandonné, attaque trop tôt avec son avant-garde montée, avant même que toute son infanterie ne soit correctement en place. C'est une erreur de lecture du terrain, une erreur de tempo et une erreur de jugement sur l'adversaire. En fonçant contre un camp retranché, il transforme l'audace anglaise en cible parfaite. C'est là que l'artillerie française devient décisive. Les canons, massés et prêts, écrasent à l'attaque. Ils tuent, brisent l'élan, désorganisent les hommes, font tomber la cohésion avant même que le combat rapproché ait donné toute sa mesure. Et c'est cela, la maturité nouvelle de l'artillerie. Elle n'est pas seule, mais elle commande la bataille. Elle prépare la victoire. Elle impose son rythme au combat. Une fois l'attaque anglaise cassée, la sortie française achève la déroute. Talbot meurt. L'un des grands capitaines anglais de la guerre de 100 ans tombe. Et avec lui tombe aussi l'illusion qu'une bravoure, offensive classique, puisse encore l'emporter. Contre un feu bien organisé, protégé par le terrain et servi par des spécialistes, Castillon est donc beaucoup plus qu'une victoire française. C'est le point où l'artillerie cesse définitivement d'être un accessoire. Le siège pourra apparaître comme une force capable de décider une bataille de campagne, à condition qu'elle soit intégrée à un dispositif cohérent. Un canon sans poudre, sans boulet, sans charroi, sans chevaux, sans ouvriers, sans canonnier et sans commandement adapté n'est qu'un objet de métal. Ce que la guerre de 100 ans révèle, surtout sous Charles VII, c'est qu'une arme nouvelle ne devient décisive qu'au moment où un État peut l'intégrer dans une chaîne complète, finance, ateliers, transport, service, planification. C'est pour cela que l'artillerie favorise les pouvoirs plus centralisés. Elle ne récompense pas seulement l'inventivité, elle récompense la capacité à organiser. De la même manière, elle change le commandement. Les grands chefs de la fin de guerre ne sont plus seulement des hommes de choc, ce sont aussi des hommes de préparation, de calcul, de terrain, de coordination entre les armes et de maîtrise du temps. L'artillerie donne donc du prestige à une compétence plus technique et plus administrative. Enfin, l'effet le plus profond de l'artillerie est peut-être le plus discret. Elle modifie le rythme même de la guerre. Une place qui tombe plus vite, c'est une campagne qui avance plus vite. Une série de places qui tombent plus vite, c'est une reconquête qui devient possible à l'échelle d'un royaume. Dans la guerre de 100 ans, c'est là que se joue la différence décisive. L'artillerie n'offre pas seulement plus de bruit, plus de peur ou plus de destruction. Elle permet à la monarchie française de reprendre plus méthodiquement les forces anglais, de casser leurs points d'appui et de réduire leur profondeur territoriale. En ce sens, elle change non seulement la manière de combattre, mais la manière de reconquérir. C'est pourquoi son importance réelle dépasse largement la seule technique. Elle accompagne le passage d'une guerre encore largement féodale à une guerre de plus en plus administrée, étatique et cumulative. L'artillerie de la guerre de 100 ans ne doit pas être enfermée dans un récit purement français. Ce conflit ne crée pas seul le canon européen, mais il devient l'un des grands théâtres où l'Europe apprend ce que cette arme peut réellement faire. Les premières pièces existaient déjà ailleurs. La poudre circulait déjà, et d'autres royaumes ou principautés connaissaient eux aussi le feu de siège. Mais la guerre de 100 ans offre une durée, une intensité et une visibilité exceptionnelles à cette mutation. Elle montre, sur plus d'un siècle, comment une arme neuve passe de la curiosité au système, du bruit à la méthode, de l'appoint à l'outil de reconquête. Hors de France, l'impact le plus immédiat est architectural. Tant que le canon reste faible et irrégulier, les vieilles murailles médiévales conservent l'essentiel de leur logique. Mais à mesure que les bombardes gagnent en masse et que les méthodes de tir se stabilisent, les forteresses doivent commencer à changer. Les ouvertures de tir se modifient, les plateformes sont renforcées, les positions défensives sont adaptées à une guerre où le feu de poudre n'est plus exceptionnel. La vieille forteresse médiévale ne disparaît pas d'un coup, elle entre progressivement en crise. Et cette crise n'est pas française seulement, elle concerne toute l'Europe. L'autre leçon, plus politique encore, est celle de l'État. La guerre de 100 en montre qu'un canon n'est pas seulement une arme, c'est une organisation. Il faut de la poudre, des boulets, des ateliers, des ouvriers, des artilleurs, des chevaux, des convois, des officiers, des recettes et de la continuité administrative. Dès lors, l'artillerie tend naturellement à favoriser les pouvoirs qui peuvent soutenir cet effort. Ce que la France de Charles VII démontre aux yeux de l'Europe, c'est qu'une monarchie capable d'organiser durablement l'artillerie peut non seulement prendre plus vite des places, mais aussi imposer plus fortement son autorité. Le canon devient ainsi une arme contre l'ennemi extérieur, mais aussi un signe de montée en puissance des États centraux. Pour l'Angleterre elle-même, la leçon est sévère. Elle avait connu tôt l'artillerie, elle avait peut-être déjà utilisé de petites pièces à Crécy, mais sa grande supériorité du XIVe siècle restait fondée surtout sur l'arc long, la discipline défensive et le système des positions. Dans les dernières phases de la guerre, elle voit au contraire une France mieux organisée, employer l'artillerie pour grignoter, puis démanteler son réseau de places fortes. Ce que les Anglais perdent n'est donc pas seulement une bataille ou une province. Ils perdent aussi l'avantage relatif d'un ancien système militaire face à un autre, plus administratif et plus technique. Enfin, l'impact hors de France se lit dans la hiérarchie même des armes et des prestiges. La guerre noble du Moyen-Âge tardif était encore pensée à travers la charge, la bannière,
le chevalier, l'homme d'armes, l'archer. À la fin de la guerre de 100 ans, sans que ces figures aient disparu, une autre puissance s'impose, celle du métal fondu, du feu, du calcul et du service régulier des pièces. L'excellence militaire commence à se déplacer. Le grand chef n'est plus seulement celui qui se jette dans la mêlée, il est aussi celui qui sait préparer une batterie, nourrir un siège, organiser un convoi, positionner une artillerie, transformer un retranchement en machine de destruction. C'est pourquoi l'expérience de la guerre de 100 ans compte autant à l'échelle européenne. Elle n'achève pas à elle seule le Moyen-Âge militaire, mais elle montre de manière éclatante que cet âge-là a commencé à basculer. Si l'on veut répondre sérieusement à la question du rôle de l'artillerie dans la guerre de 100 ans, il faut commencer par écarter les formules trop faciles. Non, les canons n'ont pas gagné la guerre dès qu'ils sont apparus. Et non, ils ne sont pas non plus un détail sans importance. La vérité historique est plus forte justement parce qu'elle est plus nuancée. L'artillerie entre dans la guerre lentement. Au début, elle existe déjà, mais sous une forme encore trop rudimentaire, pour imposer seule sa loi sur le champ de bataille. Les premières pièces sont lourdes, lentes, imprécises, difficiles à déplacer et à entretenir. Accrécies, si elles sont bien présentes, elles ne gouvernent pas encore l'issue de la bataille. La guerre reste alors dominée par d'autres forces, les archers, les hommes d'armes, la discipline, les erreurs de commandement, les positions défensives. Puis l'artillerie trouve son premier véritable domaine d'efficacité, le siège. Et c'est là qu'il faut comprendre la profondeur de son impact. Elle ne détruit pas d'un coup le vieux monde fortifié, mais elle l'use, le fragilise, le rend progressivement moins sûr. Une place forte n'est plus seulement menacée par l'échelle, la sape ou la famine. Elle l'est aussi par une énergie nouvelle, régulière, répétée, qui frappe les murs, les portes, les tours, les bâtiments intérieurs et le moral des défenseurs. La grande révolution ne tient donc pas d'abord à la bataille rangée, mais à la crise lente de la fortification médiévale classique. Dans une guerre comme la guerre de 100 ans, où la possession des villes, des châteaux, des ponts et des places compte autant que les grandes journées d'armes, c'est déjà un changement immense. Mais le vrai basculement n'arrive qu'au moment où l'artillerie cesse d'être seulement une invention, pour devenir une institution. C'est là que Charles VII entre en scène de manière décisive. Sous lui, le canon français n'est plus une pièce isolée qu'on emploie selon l'occasion. Il devient un outil régulier de la monarchie. Cela suppose des finances, des ateliers, des charrois, de la poudre, des boulets, des spécialistes, des chefs capables de penser en termes de batterie et de position, et surtout une volonté politique de faire du feu un instrument de reconquête. Les frères Jean et Gaspard Bureau incarnent cette mutation. Avec eux, le canon devient moins un objet qu'une méthode. Les canons n'ont pas gagné seuls, ce sont les canons. Plus l'État, plus l'argent, plus l'organisation, plus les spécialistes, plus le commandement, plus la stratégie de reconquête. L'artillerie ne remplace pas ces éléments. Elle leur donne une puissance nouvelle. Voilà ce qu'elle change, vraiment dans la guerre de 100 ans. Elle n'invente pas à elle, seule la victoire française. Elle aide la monarchie française à changer le régime même de la guerre. Et c'est pour cela que son impact déborde largement le cadre d'une arme. Il touche à la naissance d'une puissance royale plus moderne.